à Marc et moi aujourd'hui de vous présenter une approche historique et je vais dire transversale des modes de règlement et de prévention des différends qui sont propres au secteur financier. Notre conférence s'inscrit un peu dans le prolongement de celle de Maillard qui vous disait que les consommateurs parfois sont perdus, de la difficulté à savoir qu'est-ce qui est disponible pour eux. Et je pense que notre conférence va vous permettre de bien comprendre cette possible confusion. Alors, bien simplement, aujourd'hui, d'abord, je vais mettre en contexte notre sujet et ensuite, je vous présenterai son rapprochement avec la protection des consommateurs. Par la suite, nous allons vous présenter vraiment l'évolution des mesures de réparation dans le secteur financier depuis presque les années 60. Puis, nous allons revenir sur les modes de PRD qui sont offerts en ce moment aux consommateurs de services financiers au Québec et nous vous présenterons quelques constats. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse aux mesures de réparation pour le consommateur de services financiers qui s'estime lésé. Donc, c'est des mesures qui ont un objectif de réparation ou de minimisation du préjudice qui a été subi par le consommateur sans que celui-ci soit obligé d'aller devant les tribunaux civils. Lorsqu'on parle de mesures de réparation, on parle plus largement, pas seulement des modes de prévention et de règlement des différends, mais également d'autres mesures. Donc, dans l'ensemble, ça comprend, bon, on a un petit problème de PowerPoint. Donc, ça comprend les mesures d'assistance et d'indemnisation, ça comprend le traitement des plaintes au sein des institutions financières et ça comprend également des fonds d'indemnisation et des modes de règlement des différends. Donc, aujourd'hui, on s'intéresse à ces mesures qui émanent directement du secteur financier, soit qui viennent de la réglementation financière, soit qui viennent d'une initiative de l'industrie ou encore d'un amalgame des deux. Alors là, je vais m'adresser en régie si on est capable de voir pourquoi mon PowerPoint avance tout seul. Merci. Donc, je vais continuer sans la présentation. Peut-être qu'il y aura un retour. On est rendu au secteur financier en haut, si jamais ça vous m'entendez. Donc, quand on parle du secteur financier, on parle des principaux secteurs là, dans ce domaine. Donc, on pense au secteur bancaire, au secteur de l'assurance de personnes et d'investissement. Est-ce que ça fonctionne en haut? On essaie de... Vous me direz quand je peux recommencer ma diapo, s'il vous plaît. Je m'excuse aux gens dans la salle, c'est un peu perturbant pour nous de voir tout ça. Donc, je vous disais, le secteur financier, c'est le secteur des banques. C'est également le secteur de l'assurance, assurance de personnes et assurance de dommages, et également le secteur des valeurs mobilières et de l'investissement qui apparaît tout seul. D'où l'approche transversale qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on s'intéresse aux mesures de réparation pour les consommateurs qui vont chercher ces services-là et donc qui sont en relation avec des intervenants financiers. On peut penser aux banques, aux coopératives de services financiers, aux assureurs, aux courtiers, aux conseillers et aux cabinets de services financiers. Donc, vous n'avez plus la diapo à l'écran, mais celle qui précédait vous présentait le terrain de jeu pour notre conférence d'aujourd'hui, mais aussi le terrain de jeu pour le colloque de la journée. Donc, le fait d'introduire des mesures de réparation qui sont propres au secteur financier, ça coïncide avec une volonté des régulateurs, mais aussi de l'industrie, de mieux protéger le consommateur. Et tout ça, ça s'inscrit dans les objectifs de la réglementation financière, dont l'un qui est d'assurer la protection des consommateurs de services financiers. Ce qui est important de comprendre, c'est que cet objectif-là comprend deux volets. D'abord, un volet de prévention des risques. Donc, on ne veut pas que le consommateur, lorsqu'il reçoit un service financier, subisse un préjudice. Alors, on va mettre en place des mesures qui vont permettre d'assurer cette protection. On pense à un contrôle, à un accès pour le marché, à des règles prudentielles, à des règles déontologiques et même à des processus de sanctions administratives et parfois disciplinaires. Mais la protection des consommateurs comprend également un volet qu'on parle de réparation et de minimisation des dommages. Donc, si je n'ai pas été en mesure, avec mes mesures axées sur la prévention, que mon consommateur ne subisse pas de préjudice, mais je devrais prévoir des mesures pour l'indemniser s'ils en subissent. Et ces mesures-là sont les mesures de réparation que je vous ai présentées précédemment. Donc, on pense notamment au traitement des plaintes et au mode de règlement des différends. Il faut savoir que cette volonté-là de protéger après coup le consommateur, elle s'est généralement développée dans notre réglementation après l'aspect préventif. Et ça a évolué beaucoup au fil du temps. Ce qu'on constate, c'est que dans l'ensemble des secteurs, depuis le tournant des années 2000, donc fin 90
et début 2000, les mesures axées sur la réparation ont pris de plus en plus d'ampleur dans la réglementation financière et dans l'industrie des services financiers. Et c'est ce qu'on va vous présenter dans la partie suivante en discutant avec vous des principaux éléments qui composent cette évolution des mesures. Et je tiendrai à vous mentionner que c'est quand même une présentation qui n'est pas exhaustive, donc on va aller à l'essentiel. En 67 est arrivée cette année de l'assurance dépôt. Donc, la SADC a été créée, la Société d'assurance dépôt du Canada, a été créée au début de 67 et dans les mois qui ont suivi, a été adoptée la loi sur l'assurance dépôt qui créait la régie de l'assurance dépôt. Mais celle-ci a été vraiment mise en œuvre concrètement et a commencé à recevoir les inscriptions en 70 seulement. Donc, ça a pris quelques années à la suite du rapport Parizeau de 69. Donc, ça, c'est un peu le point de départ au niveau de l'indemnité. Tout à fait. Si on fait un petit pas de recul, en 1969, on voit apparaître un fonds de protection en cas de faillite des courtiers en valeurs mobilières. Et ça a été mis en place sous l'impulsion des bourses canadiennes de l'époque et de la COVAM. Donc, on voulait stabiliser et assurer la confiance dans le marché des valeurs mobilières. Ensuite, on fait un saut jusqu'en 1989, où là, on a vu apparaître dans le portrait québécois des fonds d'indemnisation en cas de fraude pour les consommateurs qui visaient les intermédiaires financiers du domaine de l'assurance et de la planification financière. Alors ça, c'est inspiré un peu des ordres professionnels et ça coïncide avec une volonté grandissante des régulateurs de professionnaliser les intermédiaires financiers. Ensuite, en 1990, on assiste à la naissance d'Assuriste qui vient offrir une protection en cas de faillite des assureurs pour les assurés canadiens. Et ça vient dans un prolongement des autres protections similaires qu'on vient de vous présenter et d'une volonté de répondre aux attentes des régulateurs. En 1991 est arrivée la nouvelle version de la loi sur les banques, qui est la version actuelle, mais mise à jour régulièrement, bien sûr. Alors, donc, dans cette version-là, contrairement aux autres versions précédentes, on prévoyait que les banques devaient mettre en vigueur des mesures de traitement des plaintes. Donc, ça a commencé en 1991, mais c'était vraiment plus mis en œuvre quelques années plus tard, autour de 1994. Et dans cette période-là, en fait, le niveau d'appel, si on peut dire, pour le consommateur, était nul autre que le bureau du surintendant des institutions financières. Aussi incroyable, ça peut savoir l'air. Aujourd'hui, avec un pas de recul, et plusieurs pas de recul, en fait. Mais en 1996, on a fait un peu le ménage, entre guillemets, là-dedans. On a créé l'Ombudsman bancaire canadien, le CBO, qu'on appelle en anglais, qui est arrivé, donc, comme au niveau qui était l'ancêtre, en fait, de l'OSB aujourd'hui, l'Ombudsman des services bancaires d'investissement. Alors, cet Ombudsman-là servait, évidemment, comme de niveau d'appel si un consommateur n'était pas content du traitement de sa plainte par l'institution financière concernée, donc il pouvait aller voir l'Ombudsman canadien. Et donc, l'Ombudsman bancaire a été créé en 1996 et en 2002, quelques années plus tard, a été créé l'OSB. Je reviens dans quelques instants. Alors, à la même époque, toujours en 1996, du côté des valeurs mobilières, plutôt que d'aller directement là, avec un ombudsman, ce qui a été mis en place, c'est un programme d'arbitrage qui était fait par le Centre canadien d'arbitrage commercial. Donc, la volonté, c'était d'offrir des services de règlement des différends indépendants aux consommateurs là, qui faisaient affaire avec des courtiers en valeurs mobilières. En 1998 est arrivé le rapport Mackey. Et dans ce rapport-là, c'est un rapport assez important. En fait, c'était un moment charnière dans les gestions financières à plusieurs égards, surtout au niveau fédéral, mais avec un certain impact au niveau provincial. Et notamment, ce qu'on mettait de l'avant, c'est la protection, d'abord la protection du consommateur. On mettait le consommateur d'avant et on voulait octroyer des pouvoirs au consommateur. C'était vraiment on allait beaucoup plus loin que tenter de le protéger un peu avec un peu à gauche, à droite, certaines petites protections. On mettait le consommateur dans le centre et par les années qui ont suivi, là, plusieurs mesures législatives de différents niveaux, tant pour le traitement des plaintes que à d'autres égards, sont venus pour, évidemment, encadrer de mieux en mieux le consommateur. Et ça va être à moi. Pardon, excusez. Il n'y a pas de problème. En 1998, on assiste cette fois à une fusion des fonds d'indemnisation qui existaient en cas de fraude pour créer le Fonds d'indemnisation des services financiers et on va étendre ce fonds-là aux acteurs, notamment de l'épargne collective. Alors, à ce moment-là, c'est une volonté de répondre à l'évolution du marché et au décloisonnement également des services qui sont offerts. Toujours à la suite du rapport Mackey est arrivé en 2001, l'Agence pour la consommation en matière financière du Canada
Je ne vais pas trop faire de chemin là-dessus parce qu'on a une représentante de l'organisme qui est ici, Mylène Leblanc. Elle va parler tout à l'heure cet avant-midi. Alors, je vais lui laisser le plaisir je ne vais pas brûler son punch. Alors, je vais lui laisser le plaisir d'expliquer plus en détail ce que fait le CFC dans les grandes lignes sur la question du traitement des plaies. 2002, grosse année pour la réglementation financière au Québec. D'abord, c'est à cette année-là qu'on adopte la législation qui va mener à la création d'un régulateur intégré, donc qui va mener à la création en 2004 de l'Autorité des marchés financiers. Alors, qu'est-ce qu'on va prévoir également lors de ces changements-là? C'est d'ajouter un rôle de médiateur à l'Autorité des marchés financiers et on va également prévoir des obligations de traitement des plaintes équitables pour les intervenants financiers. Et tout ça, ça vise presque l'ensemble des intervenants financiers qui sont soumis à l'encadrement de l'Autorité des marchés financiers. Toujours en 2002, c'est à ce moment-là que l'OAP, donc l'Ombudsman en assurance de personnes, et le service de conciliation en assurance de dommages ont été créés. Ce sont des services de règlement des différends. Le premier peut aider le consommateur dans sa relation avec les assureurs de personnes, alors que le second les aide dans leur relation avec les assureurs en assurance de dommages. L'objectif encore, bonifier l'offre de services pour les modes de règlement des différends et aussi répondre aux attentes des régulateurs. Encore en 2002, pour terminer, donc a été créé l'OSBI, l'Ombudsman des services bancaires d'investissement, qui remplace en fait l'Ombudsman bancaire canadien. Et donc, cet ombudsman-là vise évidemment des plaintes bancaires, mais plus largement des plaintes au niveau des placements et des investissements. Absolument. Donc, à ce moment-là, pourquoi on élargit le service aux courtiers en valeurs mobilières? C'est qu'on veut bonifier l'offre et offrir un service indépendant en complément du programme d'arbitrage qui existait déjà. Donc, on vient bonifier en incluant tout ça au sein de l'OSBI et on aura la chance d'en entendre parler davantage par Mme Jacob plus tard aujourd'hui. En 2009 est arrivé un petit problème. Quelques banques ont commencé à quitter l'OSBI. Ils pensaient que c'était peut-être préférable d'avoir un autre ombudsman. Et le IDR Ombudsman Chamber a été créé par la suite. Donc, ça a duré de 2009 jusqu'à hier, en fait. Je vous expliquerai dans quelques secondes pourquoi. Donc, et au début, la Banque Royale a quitté, la Banque TD nationale a quitté également quelques autres banques. Et maintenant, depuis aujourd'hui, ils sont toutes revenus au bercail. Je reviens là-dessus dans quelques instants. Donc, ça a été une période d'une quinzaine d'années où il y avait parallèlement l'OSBI et IDR Chambers, donc deux ombudsman bancaires. On fait un saut dans le temps. Je vous amène en 2018. À ce moment-là, on vient reconnaître dans la législation le rôle de conciliatrice de l'Autorité des marchés financiers. Donc, on vient introduire un moyen supplémentaire pour le régulateur de régler les différends entre les consommateurs et les institutions financières. Et on aura la chance d'entendre parler davantage de ce rôle de l'autorité par Maître Néron plus tard aujourd'hui. En 2023, on assiste à une fusion des fonds qui visaient à indemniser en cas de faillite les courtiers en placement et les courtiers en épargne collective. Donc, c'est le Fonds canadien de protection des investisseurs qui est créé et tout ça est dans un désir d'harmonisation des cadres qui visent les valeurs mobilières. En 2023, le gouvernement fédéral a décidé qu'il devait y avoir un seul ombudsman à la suite de plusieurs études qui ont été faites, notamment par l'Agence de la consommation monétaire financière du Canada. Donc, on a pris la décision à l'automne 2023 de choisir l'OSBI comme étant le seul ombudsman. Et depuis le 1er novembre 2024, c'est-à-dire aujourd'hui, l'OSBI est le seul ombudsman bancaire canadien. Donc, toutes les banques maintenant doivent faire partie de l'OSBI. Celles qui avaient quitté doivent revenir, évidemment, auprès de l'OSBI. Alors enfin, on fait un saut dans le temps cette fois, mais vers le futur. En 2025 va entrer en vigueur le nouveau règlement de traitement des plaintes par l'Autorité des marchés financiers. Alors c'est un règlement qui va viser l'ensemble des intervenants qui sont sous l'encadrement de l'AMF. Et ce qu'on vient faire avec ce projet de règlement, ce règlement devrais-je dire, c'est qu'on vient uniformiser les processus, on vient mettre des exigences communes, ajouter certaines précisions et le tout au bénéfice du consommateur. On aura également la chance d'en savoir plus sur ce nouveau règlement avec la présentation de Maître Boivin plus tard cet avant-midi. Alors, ce portrait-là, je pense qu'il vous démontre très clairement qu'il y a eu une évolution au fil du temps, qu'il y a eu une croissance des mesures de réparation afin de pouvoir aider le consommateur qui s'estime lésé à voir son préjudice être réparé. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est que partant de ce portrait très large-là, on souhaite vous présenter ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, pour un consommateur qui fait affaire au Québec, quels sont les modes de prévention et de règlement des différends dont il peut bénéficier pour espérer obtenir réparation.
Au niveau des banques, l'OSBI est la porte d'entrée, si je peux dire, pour les plaignants lorsque les consommateurs, ou même certaines entreprises, en fait, ne sont pas satisfaits d'une décision rendue par une institution financière. Ils peuvent aller vers l'OSBI pour tenter de résoudre le litige, si je peux dire. Donc, l'OSBI va traiter les plaintes, va faire des recommandations. Ils peuvent également aller à l'CFC. Le CFC, c'est un peu différent. Ils ne vont pas avoir des dédommagements. C'est plus une pénalité qui va être imposée envers les institutions financières. L'approche est un peu différente de ce côté-là. Ensuite, ce qui est important de comprendre, c'est que dans tous les secteurs, incluant le secteur bancaire, le point de départ, c'est toujours une plainte auprès de l'institution ou de l'intervenant financier visé. Donc, ce qu'on vous présente autour, c'est un complément de ce premier outil-là pour le consommateur. Donc, dans le domaine des coopératives de services financiers, c'est possible pour le consommateur de se tourner vers les services offerts par l'Autorité des marchés financiers qu'on vous a présenté précédemment. Dans le domaine des valeurs mobilières et de l'investissement, encore une fois, les services de l'Autorité des marchés financiers sont présents. Et dans certains cas, donc lorsqu'on fait affaire avec un courtier en placement, c'est également possible de se tourner vers l'OSBI ou le programme d'arbitrage. Enfin, dans le domaine de l'assurance, les services de l'Autorité des marchés financiers sont encore une fois disponibles pour le consommateur. Et selon les circonstances, c'est aussi possible de se tourner vers 2 autres modes de règlement des différends. Donc, ce que vous voyez, c'est que les possibilités pour le consommateur vont, dans plusieurs cas, dépendre du service ou du secteur dans lequel il va recevoir le service financier visé. Il nous reste moins d'une minute, donc pour terminer, pour conclure. D'abord, il y a plusieurs avantages, évidemment, à ces méthodes-là pour les consommateurs et surtout, il y a dans les avantages, il y a plusieurs mesures qui sont offertes aux consommateurs. Donc ça, c'est assez intéressant. Au niveau bancaire, c'est un petit peu moins, mais au niveau plus des placements et de l'assurance, il y en a beaucoup plus. Évidemment, la question de l'accès à la justice, c'est assez clair, c'est beaucoup plus intéressant pour le consommateur. Marc-Claire Belleau, ma collègue, va revenir sur cette question-là tout à l'heure. Et puis, peut-être un enjeu pour terminer là-dessus, sur ce point-là. 2 enjeux rapidement. D'abord, il peut y avoir une certaine confusion des fois pour le consommateur. On ne sait pas trop où aller. Ça a l'air simple un peu pour nous qui connaissons un peu le domaine, mais pour les gens qui sont externes, parfois ils peuvent être un peu perdus dans l'histoire. Et un dernier enjeu, mais non le moindre, la question des fintechs, le système bancaire ouvert peut poser des questions. C'est destiné à remplacer des institutions financières dans plusieurs transactions. Ça a l'air beau comme ça, mais qu'est-ce qu'on fait en cas de litige? Pour l'instant, ce n'est pas couvert par l'OSBI, l'AMF, peu importe, mais éventuellement, ce sera le cas, mais c'est quelque chose sur lequel on devra évidemment réfléchir. Voilà, mais voilà. Merci beaucoup et nos excuses pour les petits soucis techniques.